Arrive le Dalai Lama. Wow. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. N'ayez jamais de regrets. Cultivez votre philosophie et cultivez l'amour. Bonjour Jacques. Bonjour Nelly. Est-ce que vous avez votre ticket? Absolument. Attention, c'est mon premier slogan. Ticket chic, ticket choc. C'était dit par Gainsbourg, ça avait de la gueule. Incroyable. C'était pour les RATP. Merci à vous. On peut l'envoyer au musée. On l'envoie au musée? Je vous en prie, passez par là. Prenez place dans le wagon du roller coaster. Ah, On est bien. voilà, un peu de fantaisie. Alors vous êtes quelqu'un... Quelques grammes de tendresse et de poésie dans ce monde de brut. Est-ce que vous êtes fan de manège, de roller coaster, d'émotion? Oui, j'aime bien les manèges, mais je préfère le ski, je préfère le jet ski, je préfère les sports d'aventure que les jeux de salon. Et je déteste ce monde qui est devenu un monde de jeux vidéo finalement de dessin et non plus de mots. Les mots, c'est vraoum, vraoum, vrain, qui fait qu'on oublie presque même d'en parler et on oublie presque de savoir parler. C'est une catastrophe affolante. On est on est réduit par les vraoum à devenir des acteurs de bande dessinée. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche profondément, parce que moi, je suis un homme des mots. La publicité, c'est le règne des mots, c'est le règne des slogans. Et je pense qu'il faut lutter contre ça. Et cette nouvelle génération, qu'elle parle un peu moins au téléphone, qu'elle écrive un peu plus sur des pages blanches. On perd l'écriture. Le parler, à part quelques gens très érudits et qui ont le talent de la parole, le parler n'est pas un art pour moi, c'est une expression. Le mot, la littérature, est un art. C'est vrai que ça se perd. Évidemment que quand on a la chance d'avoir des mots qui sont lus par une grande star, on a lu le meilleur au meilleur. C'est on va dire la confrontation des générations où effectivement maintenant c'est le tout va plus vite. On fait du mot, mais c'est des mots qui sont de plus en plus abrégés. Bien sûr, bien sûr. Et on oublie que la seule qui compte dans la vie poétique, c'est l'idée. L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. Or, aujourd'hui, tout le monde pense à faire de l'argent avec de l'argent. Mais ils n'en font pas. Parce qu'au départ, il faut l'idée. C'est vrai. Tout est dit. Et on va commencer directement avec votre dessin. Cette œuvre. Ces mots, parce que vous avez mis des mots. Il faut dire que moi, je suis pharmacien. Je suis docteur en pharmacie. Donc, c'est une écriture de pharmacien. Et c'est vrai. Il n'y a qu'un pharmacien qui peut la lire. Et même moi, je n'arrive pas à me relire. Alors, ça va être pratique. on va se répéter les mots. Et donc, c'est un petit peu l'organisation de votre vie. Votre parcours de vie est là, oui. en ces mots-là. Et je vous propose de parcourir ces mots pour présenter à notre audience qui vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces années avec le démarrage de l'histoire. Oui. Donc, vous étiez directement dans la santé au départ. Oui, mes parents étaient médecins, mon père était radiologue à Perpignan, ma mère était médecin, ma arrière-grand-mère avait été la première femme chirurgienne nommée en France. Et mon arrière-grand-mère était rebouteuse, donc tout ça est très dans le... Mais je ne suis pas né de ça, je suis né du cinéma, parce que mon père avait une clinique qui était à Perpignan, qui menait directement au lycée. Et entre la clinique et le lycée, il y avait un cinéma. Et ça vous a bercé ? Et quand j'ai eu 12 ans, j'ai ouvert la porte du cinéma. Et j'ai été estomaqué. Le lendemain, j'ai ouvert la porte du cinéma, je suis rentré dans le cinéma. Et le surlendemain, j'ai pris un billet de cinéma. Et à partir de là, je suis allé toutes les après-midi au cinéma pendant 3 mois.
J'avais même tapé sur la machine à écrire de mon père. Mon fils a des problèmes de pneumonie. Je l'envoie dans la station de Font-Romeu pour se remettre. Donc, il ne sera pas là pendant ce trimestre. Il reprendra ses études au trimestre prochain. Et moi, mes études, ça a été James Cagney et toutes les grandes stars. Vous étiez dans le cinéma. Toutes les grandes stars du cinéma des années 40 et des années 50. Incroyable. J'ai payé ça très cher parce que j'ai mis 4 fois à passer mes bacs. Non, parce que j'avais fait chapeau. Donc, c'était les 3 mois de l'année du bac. Hein, et les 3 premiers mois, donc après, je suis revenu, je n'ai jamais rattrapé le retard. Et j'ai failli rater ma vie. Donc, c'est mon premier ratage de vie. Donc, c'est le premier... à 2 doigts de ne pas pouvoir être diplômé. Et ben, je ne sais pas ce que je serais devenu. Donc, c'est vos premières prises de risque. Ma première prise de risque involontaire. Mais par la passion. Mais pas ma prise de liberté. Voilà, c'est pour dire, je suis ado, je vous emmerde, le cinéma, c'est tellement plus beau que la vie. Incroyable. Et donc là, en fait, vous avez découvert cette passion pour les mots, cette passion pour l'art, la culture. Oui, moi je suis un homme. Mon seul petit talent, c'est le talent des mots. C'est pour ça que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, il faut dire que j'ai eu un problème dans ma vie, c'est que mon père m'a dit « tu ne peux pas être médecin, comme je le voulais, tu tuerais les gens, sois pharmacien parce que tu vas rester comme ça dans le milieu pharmaceutique ». Bon, j'ai dit bon, je me suis retrouvé en première année de pharmacie, en stage. J'ai adoré la pharmacie. À l'époque, on faisait les médicaments soi-même, etc. C'était une pharmacie de pauvres. 50% des médicaments, pour être moins chers, étaient fabriqués par les pharmaciens. Moi, ils m'avaient appris ça. Je leur ai proposé après de faire une thèse sur les plantes médicinales dans le monde qui pouvaient apporter nouvelles, tu vois. Et mes professeurs ont accepté. Et j'en ai profité pour faire le premier tour du monde d'une voiture en 2 chevaux. Incroyable. Et la 2 chevaux a changé ma vie parce que je suis revenu. J'ai écrit mon premier livre, La Terre en rond, qui a été un best-seller. Parce qu'à l'époque, ça paraissait incroyable de faire un tour du monde en voiture. Même aujourd'hui, ce ne serait pas encore très facile. Et ça a dévié ma vie. J'ai finalement divorcé de la pharmacie, quand même avec mon titre de docteur, ça peut rassurer mes parents. Mais Roger Théron, qui était le patron de Paris Match, m'a appelé, m'a dit « mais tu n'es pas fait pour être pharmacien ». Il dit « viens ici, tu vas être reporter de match ». Et j'ai fait 2 années de reporter de match, puis j'ai fait 2 années de reporter de guerre, dans une chambrée où il y avait Philippe Labro, où il y avait Juste Jacquin, où il y avait Depardon, où il y avait Francis Weber. Et on nous a chargés de faire un Paris Match militaire. Et moi, j'étais le rédacteur en chef de l'ensemble. Et donc, pendant 2 ans de guerre, eux sont partis au front, etc. Et moi, j'étais dans les bureaux en train d'écrire les textes. Ça devait être 600 000 très, exemplaires, très parce que c'était pour... Et finalement, mon premier métier que j'ai appris sans avoir de maître, que j'ai appris comme ça a été la presse. Et puis est arrivé un moment dramatique, parce que quand je suis revenu de cette guerre d'Algérie stupide, toutes les guerres sont stupides, mais celle-là a été encore plus stupide que stupide, je me suis remis à Paris Match, etc. Et Roger m'a dit, écoute, il faut que tu me fasses une couverture. C'est une femme qui a été condamnée à 5 ans de prison, qui sort de prison, qui a 2 enfants. Et je veux que tu me fasses photo de la femme avec ses 2 enfants, qui retrouve ses 2 enfants. Bon, moi, je me renseigne, je trouve le truc, je fais une enquête, je fais ma photo, je ramène la photo. Ça fait la une du journal. Et le lendemain, je partais à Perpignan. Mes parents étaient à Perpignan. Et j'amène la couverture de match et je la montre à ma mère. Je dis, maman, regarde, c'est ma première couverture, tu vois, je vais devenir célèbre, etc. Elle me dit, mais tu n'as pas honte? Est-ce que tu te rends compte que cette femme ne savait peut-être pas qu'elle avait tué son mari, enfin que ses enfants ne savaient peut-être pas qu'elle avait tué son mari? Et je me suis dit, mais c'est ça la presse? Mais c'est ça la presse? Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Vous preniez conscience de l'impact. Exactement. Et j'ai quand même voulu faire un essai avec Pierre Lazareff de journalisme optimiste. Bon. Et qui était un journal qui s'appelait Vive les vacances. Et au lieu de faire, c'était un mensuel, au lieu de faire un mensuel de la politique et du reste, du charabia habituel,
Nous, c'était que partir en vacances, faire des vacances chez vous, faire du sport chez vous, etc. C'est formidable parce que j'ai fait un journal avec le plus grand journaliste de tous les temps. J'ai eu 30 ans. Et Lazarev m'a dit, tu n'es pas fait pour la presse. Finalement, c'est un peu les autres qui vous dictaient à chaque fois. T'es pas fait pour Oui, ci, t'es pas fait pour ça. bien sûr, parce que moi, c'est très particulier. Je n'ai rien décidé de ma vie, c'est ma vie qui a décidé pour moi. Mais je me suis toujours, chaque fois qu'elle m'a proposé quelque chose, j'ai dit oui. Je n'ai même pas essayé de réfléchir à ce que ça allait m'apporter. Moi, je dis toujours oui. Et je me lance après dans l'action. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Et je pars autrement. Mais toujours appelé par quelqu'un. Je n'ai jamais demandé un boulot. Je n'ai jamais été convoqué à trouver un boulot. C'est les boulots qui sont venus me chercher par le bout du nez. Et c'est pour ça que je voudrais dire à cette jeunesse qui nous écoute, paniquez pas là-dessus. N'ayez pas le complexe du boulot. Évidemment, à travers quelque chose, mais après, happez les grandes choses de la vie, allez là où va le mouvement, ayez 2 ans d'avance sur les choses, soyez courageux, soyez aventureux, rentrez pas tout de suite dans la vie sociale et sociétale, elle n'a jamais été aussi nulle, fuyez la politique, elle ne vous apportera rien, cultivez votre philosophie et cultivez la seule chose qui compte dans l'amour, cultivez l'amour. Et vous serez heureux. Plus vous donnerez d'amour, plus vous recevrez d'amour. Qui a été ma vie, parce que ma vie va se finir par ma femme. D'ailleurs, ma première femme qui a compté dans ma vie, c'est ma mère. Elle était désespérée de voir que j'étais un cancre patenté. Et donc, elle me dit, mais j'ai lu qu'à Paris, l'éducation nationale a trouvé des éducateurs pour aider les enfants en difficulté dans leur carrière. Donc, je vais t'amener à Paris. Elle m'amène à Paris. On arrive avenue Saint-Michel, boulevard Saint-Michel, au 2e étage, un truc minable. Je dis, c'est ça l'éducation nationale? Moi, je crois que ça avait des colonnes, comme l'Assemblée nationale. Je ne sais pas qu'on était reçus, comme pas du tout. Bon. Il y a un vieux décrépit qui est là, qui dit, mais je vais vous faire un test d'intelligence. Moi, qui puisse me dire, je vais faire un test d'intelligence, j'avais envie de l'égorger, le mec. Bon, et puis voilà, il y a les papillons, qu'est-ce que vous pensez? C'était le test de Rorschach, qu'est-ce que vous pensez? Et par réaction, je lui dis n'importe quoi, mais absolument n'importe quoi, des imbécilités totales. Je vois qu'il note, etc. À la fin, il fait le compte et il dit à ma mère, écoutez, je suis obligé de vous le lire et de vous le lire devant votre fils. Votre fils n'a aucune capacité intellectuelle. Il faut le destiner à des travaux manuels. Ma mère m'a sauvé. J'ai toujours été sauvé par les femmes. Ma mère m'a sauvé, elle m'a pris par la main, elle m'a dit, mon fils, le cancre, ce n'est pas toi, c'est lui, viens, je t'amène au théâtre. Au théâtre? Je n'avais jamais vu de théâtre, j'avais 16 ans, à Perpignan, il n'y avait pas de théâtre. Le soir, on va au théâtre, on jouait Cain, une pièce extraordinaire qui était révolutionnaire pour l'époque. Moi, je suis ébloui de voir tout ça. C'était Pierre Brasseur qui était l'acteur principal. Ma mère tombe amoureuse de Pierre Brasseur instantanément. On rentre à l'hôtel et je lui dis, moi, je ne veux pas me coucher, je veux parler de ça. Et je lui dis, mais maman, moi, je ne veux pas être pharmacien. Vous m'agacez avec ce truc-là. J'en ai marre. Moi, je veux écrire des pièces de théâtre, je veux être acteur, je veux être réalisateur, je veux faire bouger le monde. Et ma mère a une idée formidable, elle téléphone à mon père, elle me dit que je reste une semaine de plus avec le petit à Paris. J'étais ignare, puisque j'avais complètement raté mes bacs, etc. Je ne savais rien, je n'avais jamais lu un livre. Bon. Tous les matins, ça a été 3 galeries. Tous les après-midi, ça a été 2 ou 3 musées. Tous les soirs, ça a été 1 ou 2 théâtres pendant 7 jours. Et après, on n'a pratiquement pas dormi, parce que chaque fois qu'on sortait d'une salle de théâtre, on parlait de théâtre, de musique, de créativité, de poètes. Bon. Elle vous a amené dans le goût de la culture, exactement, du divertissement. Un jour, un journaliste a demandé à Cocteau quel est l'objet que tu emporterais si tu voyais ta maison brûler. Et Cocteau lui a répondu, moi, j'emporterais le feu. Et ma mère m'a mis ça dans la tête. Elle m'a dit, emporte le feu. Voilà, sublime le feu. C'est le feu qui compte, pas le reste.
Et donc, c'est ce qui m'a conduit, en amitié avec Pierre Lazareff, qui m'a dit « Tu n'es pas fait pour la presse ». Il m'a dit « Mais tu es un titreur. Tu es fait pour un métier neuf. Tu es fait pour la publicité. Quand tu écris un bon titre pour François, parce que j'écrivais beaucoup les titres de François, c'est moi qui faisais les titres de François, ça n'augmente pas ton salaire. Quand tu écris un titre pour la publicité, ça devient un slogan, ça te nourrit pendant 10 ans. Ne laisse pas passer ça. » J'ai pris Pierre dans mes bras, je lui ai écrit une lettre d'amour, et le lendemain, j'ai frappé à la porte d'une publicité, d'une maison de publicité, et j'ai fait ma première pub. Le patron de cette agence, qui s'appelait Delpire, qui était un grand adorateur du design, de la qualité, de la photo, mais pas un grand publicitaire, m'a dit « Écoute, il avait le budget Citroën. Ne t'occupe pas de Citroën, mais je vais créer le département pharmaceutique de Delpire. » Bon. Puisque tu es pharmacien. J'ai dit, comme ça, finalement, la pharmacie m'aura servi à quelque chose, c'est pas idiot, etc. Tout se recoupe, à un moment donné. Ouais, et je découvre que il y a un grand lancement de compétition d'agences qui va être lancé pour un produit qui s'appelle le Glyphanant, qui est un antidouleur très violent, qui d'ailleurs a fini par être interdit. Moi, je téléphone, et on me dit « Mais vous avez une agence ?» Je dis « Oui, mais vous n'êtes pas une agence spécialisée. » Je dis « Oui, mais écoutez, mais vous savez, on a 3 agences, mais écoutez, donnez-moi 10 minutes. » Et 2 jours après, je reçois un coup de téléphone « Vous avez 3 minutes. » J'arrive, je dis « Écoutez, c'est très simple. » À l'époque, la publicité pharmaceutique, c'était des recto-verso. Le recto devait être absolument culturel. Et le verso, il y avait le nom du médicament et sa composition. Donc j'ai dit, c'est évidemment sur le verso qu'il faut se battre. Il faut que j'ai une idée là-dessus. Je me suis souvenu que Prévert, qui était mon maître à penser, parce que j'étais quand même déjà frappé par les mots, même si je ne lisais pas les livres, les formules, tout ça, ça me touchait, les chansonniers, ça me touchait. Bon. Je me suis souvenu qu'il faisait des collages, qui étaient des collages absolument dramatiques de douleur. Je lui téléphone, il était dans l'annuaire. Moi, je crois au signe. J'ouvre l'annuaire, Prévert. Ah oui, là, c'est un vrai signe. Donc, je dis, je l'appelle. Je l'appelle, il me dit, mais la publicité, ça m'intéresse, venez me voir. Je raconte tout ce qu'il me dit, je suis d'accord, je fais des trucs. Et on passe 2 jours en train de dessiner des choses. Et au 2e jour, il me dit, venez, je te fais des spaghettis, mais descends, va me chercher un petit Robert. Moi, je descends, je me dis, comment peut-il avoir besoin d'un petit Robert? Lui, c'est l'encyclopédie universelle. Je reviens, je donne le petit Robert, il me dit, c'est là, c'est un fromage, petit Robert. J'attendais. Bon. Et quand je l'ai quitté, je dis, Jacques, quel est le conseil que tu me donnes là? Il me dit, écoute, c'est très simple. Il y a ceux qui croient. Ceux qui croient, croient. Ceux qui croient, croient, croient. Ne sois pas un corbeau, sois un aigle comme Napoléon. Ne sois pas un corbeau, sois une palombe comme Picasso. Et toute ta vie soit ça. Et si je peux donner un conseil à la jeune génération, en ce moment où plus personne ne croit en rien, où tout le monde ne cesse de se déchirer et de s'opposer, la télévision a inventé la dispute permanente. Ce n'est pas de la discute, c'est de la dispute permanente. Donc chaque fois qu'un mec a une idée, l'autre dit le contraire, etc., et vice-versa. Au contraire de ça, croyez, et d'abord croyez en vous. Et quand vous sentez quelque chose, allez jusqu'au bout de ce que vous croyez. Et puis surtout, cultivez vos rêves. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. N'ayez jamais de regrets. Quand je vois qu'à 20 ans, les jeunes sont déjà des vieux, que déjà ils se plaignent, que déjà ils disent « mais j'ai pas assez », quand ils viennent, par exemple dans les agences de publicité, ils disent « mais est-ce que je pourrais ne travailler que 4 jours ?» On est en train de passer à la semaine de 4 jours, on va finir à la semaine de 3 jours et puis on va mourir parce que plus personne ne pourra travailler. Et alors, mais j'ai besoin d'avoir une salle de sport, mais ils posent leurs exigences au lieu de dire mais quelle chance j'ai, je vais pouvoir faire rêver les gens, je vais vendre du bonheur, les autres ne vendent que du malheur, je vais les soulever. Ils ne comprennent pas ça. Demandez à un annonceur
Que devient la neige lorsqu'elle fond? Il va vous répondre, de l'eau. Voilà une réponse incolore, inodore et sans saveur. Pas pour moi, pas pour les créatifs. Ce changement Lorsque de la neige, génération est quand même lorsque compliqué. la neige fond, elle devient le printemps. Mm. C'est ça. Finalement, la vie, c'est d'avoir des idées. Ayez des idées ou changez de vie. Voilà. Allez dans l'aventure, allez dans le commerce, allez dans le truc, mais ne restez pas dans les métiers d'art. Et la publicité est un métier d'art, pas d'art premier, mais d'art second, car elle appelle tous les arts. Hein. La publicité, c'est la chanson, c'est le texte, c'est l'image, c'est la philosophie, c'est tout à la fois. C'est très concentré. Eh bien donc, l'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Donc, c'est l'apport que vous pouvez amener à ce monde, vous les jeunes, c'est de lui amener des idées nouvelles. Et de ne pas vous laisser avoir par l'avalanche qui se déverse d'Hollywood et du cinéma américain et de tous les jeux américains, etc., de sortir de cet effet-là, d'être à côté de ça. Ouais, pour vous, il y a une vraie régression des générations face à tout l'impact médiatique, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ça, pour vous, c'est quelque chose qui impacte la jeunesse, dans le mauvais sens. Et quand on revient sur votre parcours, donc là, l'Algérie, tous ces moments difficiles, ça a quand même construit, ça vous a forgé. Arrive l'aventure où vous arrivez dans la politique, où vous commencez à porter de grands personnages politiques. Comment on en vient là? La chance de ma vie s'appelle François Mitterrand. Merci François, je ne te remercierai jamais assez. Il m'a choisi pour être son publicitaire. Je ne sais pas ce qu'il a poussé comme ça vers moi. Il m'a dit, écoutez, Séguéla, moi je ne connais rien à la publicité. Je savais, moi je ne connais rien à la politique. Il dit, c'est pour ça que je vous choisis. Moi, on va se voir tous les lundis matins, de midi à 1h, pendant les 6 mois qui nous séparent. Je me rends compte que j'ai eu la chance d'être, pendant 6 mois, 1 heure par semaine, qui commençait les semaines, avec François Mitterrand, qui m'a tout appris. Bon. Et moi, je vous apprendrai la politique, vous m'apprendrez la pub. Puis à la 3e fois, elle a dit, Séguéla, vous n'y comprenez jamais rien. La politique, vous êtes nuls, laissez tomber, pas pour vous. On va parler de publicité pendant toute l'heure. Et à la 3e ou 4e réunion, il est 1h, il regarde sa montre, il dit, oh là, je n'ai pas de chauffeur. Et j'ai rendez-vous chez LIP. Il avait rendez-vous avec celui qui allait être son futur premier ministre. Je dis, Président, moi j'ai ma voiture, je vous accompagne. On descend. Il était rue de Bièvre, etc. Moi, j'avais garé ma voiture dans le recoin. Il va vers ma voiture, moi j'étais derrière, et il pousse un cri d'horreur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'y vais. Il dit, mais Séguéla, mais vous êtes nul. Mais je vous vire. Mais je ne peux pas vous garder 30 secondes de plus comme publicitaire. Vous me dites que chaque signe a un sens, et vous voulez que j'arrive dans la Mecque des journalistes parisiens en Rolls-Royce, que je fasse une campagne en Rolls-Royce et pas dans une bonne voiture française qui sent le terroir, qui sent le fumier. Mais vous n'avez rien compris à la publicité. Tout ce que vous m'expliquez, c'est le contraire, finalement, de ce que vous faites. C'est que là, tirez-vous, je ne veux plus vous voir. Je reviens à l'agence, je réunis les créatifs, je dis, j'ai reçu la leçon de créativité de ma vie, etc. J'ai mis ma voiture en vente à moitié prix. Donc elle est partie dans la nuit. Le lendemain matin, elle était vendue. J'ai écrit une lettre d'amour à Mitterrand. Il m'a renvoyé par un petit texte en me disant, Séguéla, je vous pardonne, mais Mitterrand ne pardonne jamais 2 fois. Waouh! Et c'est allé comme ça jusqu'au bout et sur la 2e campagne. Et donc vous êtes venu le chercher à pied les fois d'après. Donc c'est des moments de vie incroyables. C'est des moments de vie incroyables, c'est des moments de bonheur absolu. La vie n'est que la succession de morceaux de vie. Il faut faire très attention de leur donner un but.
Moi, mon but, c'est de faire que la publicité devienne amour. Parce que la publicité, c'est finalement la seule arme que l'on a pour lutter contre la méchanceté, la nullité, la violence du monde. On critique la publicité parce qu'on dit elle est là, elle ne sert à rien. Non, elle ne sert pas à rien. D'abord, elle sert à servir le commerce. Sans publicité, des marques qui ne font pas de publicité meurent. Bon. Et deuxièmement, elle sert à réguler le monde. Je vais vous raconter une histoire. Quand il a été élu, François Mitterrand me téléphone quelques jours après. Il me dit Séguéla, venez me voir, venez déjeuner avec moi. J'arrive à l'Élysée, Monsieur le Président, comment ça va? Il dit Séguéla, je vais vous faire un beau cadeau, parce que vous m'avez fait un beau cadeau avec votre campagne. Moi, j'ai voulu qu'elle soit gratuite, parce que je ne voulais pas que ce soit. La France était très en retard dans la publicité politique, je voulais témoigner qu'on pouvait faire mieux. Et donc, il me dit, Séguéla, mais vous êtes compliqué, on ne sait pas les cadeaux font plaisir. Prenez une semaine et revenez me voir. Une semaine après, le président, je trouve une idée. Ah bon, laquelle? Je veux passer une journée avec le Dalai Lama. Je dis, mais Séguéla, mais vous êtes fou, mais vous êtes malade ou quoi? Le président, vous me demandez, allez Séguéla, tirez-vous. Bon. 3 mois après, j'ai un coup de téléphone de son assistante qui me dit, le président a un dîner un peu intime ce soir, il aimerait bien que vous soyez là avec Sophie, ma femme. Bon. Il m'invitait comme ça de temps en temps, c'était bon. J'arrive, il est 8 heures du soir, François Mitterrand, Daniel Mitterrand, Sophie, moi, chaise vide. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je dis, mais c'est pas possible. Mais qui est le malotru? Arrive le Dalai Lama. Wow. Et donc, Mitterrand lui dit, je vous ai réunis avec mon publicitaire parce que c'est le cadeau que je devais lui faire. Et le Dalai Lama dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Je dis, mais cher maître, moi je suis parti avec ma 2 chevaux en Inde, etc. J'ai passé 3 mois en Inde, j'étais passionné par l'hindouisme. Je voudrais que vous expliquiez aux jeunes Français, à la jeune génération française, que la religion, lorsqu'elle devient une philosophie, est la plus belle des religions, parce que la religion, c'est la guerre de religion, et la philosophie, c'est la paix, et donc elle devient une religion de paix. Il me dit, mais j'ai vu que ça le touchait, il me dit, je suis d'accord. Là-dessus, je suis allé voir la Sorbonne, qui m'ont donné leur grand amphithéâtre, je suis allé faire le tour des télévisions, des radios, pour leur dire, dans 3 jours, le Dalai Lama répondra à toutes les questions des jeunes, hein, mais plus de 30 ans s'abstenir, et vous pourrez leur poser, et ça s'est passé comme ça pendant tout le temps. Devenu le premier influenceur de la génération. Exactement. Mais le plus fort de cette histoire, c'est que quand il a commencé, avant qu'il commence sa première série de questions, il a raconté une fable tibétaine. C'est un vieux moine qui donne à son jeune élève sa première leçon de philosophie et qui lui dit, je vais te poser 3 questions, tu réfléchis bien, tu me réponds. Mais tu réfléchis bien. Première question, quel est l'envers du blanc? Le noir. Je te demande de réfléchir. Deuxième question, quel est l'envers du jour? Le jeune disciple réfléchit 3 minutes et dit, maître, la nuit, bravo, voilà, tu as réfléchi, tu as posé la question. Dernière question, quel est l'envers de la vie? Et le jeune disciple, en tremblant, dit, la mort, jamais de la vie. L'envers de la mort, c'est la vie. Et toute matinée doit démarrer avec un shoot de vitalité. Et c'est ce qui fait qu'on peut atteindre l'éternité. Parce que c'est toute la philosophie. Et ça m'a fait réagir à la publicité, à mon métier. Je me suis dit, mais les marques, elles ont, par rapport aux êtres, une drôle de supériorité. C'est que les consommateurs meurent, mais les marques survivent. Et si on regarde bien d'ailleurs, à l'agence, on a des marques qui ont 200 ans, 300 ans. Il n'y a pas un publicitaire qui a 300 ans. Moi, je le serai dans 200 ans, mais je serai le premier. Bon. Donc, notre métier, ce n'est pas de vendre des yogourts et des voitures. Notre métier, c'est évidemment de faire notre métier et qu'ils se vendent. Mais c'est que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, ces marques sont encore vivantes. 75% des marques que l'on a consommées, toi et moi, au siècle dernier, sont mortes avec le siècle. 75% des marques qu'on va consommer là, pendant ce siècle-là, vont mourir avec les marques. Or, on peut les rendre éternelles. Comment? Quelle est la seule chose
que les humains ont inventé et qui apportent l'éternité. L'âme. Mon métier, c'est de donner une âme aux marques qui nous entourent. Donc moi, je peux dire une fois de plus, une banalité aux jeunes, c'est certes, cultivez-vous le plus possible et utilisez le plus possible les avancées de la science, qu'elles soient data, qu'elles soient intelligence artificielle ou tout ce qui va nous attendre. Mais sachez que le plus important de tout, c'est l'âme. Soyez les bâtisseurs de l'éternité. C'est incroyable. Voilà une vraie mission à vivre. C'est incroyable, c'est vraiment des mots qui sont importants pour les nouvelles générations et on sent effectivement ce clivage entre toute la modernité, Oui. l'IA, etc. On en parle. Et quand vous parlez de la force des mots, c'est vrai qu'il y a une espèce de combat qui s'entremêle entre les, Oui. qui s'entrechoque. C'est comment on conserve la qualité des mots versus tout ce qui arrive, en fait, toute l'intelligence. Et j'en reviens au départ. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir une petite flamme en soi. Ouais. Hein, c'est Nietzsche qui disait, pour faire danser le monde, il faut avoir une petite musique en soi. Je dis à chacun, à chacune là, qui va aborder la vie, là, il n'y a pas plus beau que la vie. Hein, c'est d'avoir cette petite musique en vous. Et quelle est la finalité de la vie ? C'est le couple. On y retourne à Sophie. C'est le retour à Sophie. L'homme a été créé pour être un animal qui ne peut que vivre heureux qu'en couple. Parce que c'est aussi la tristesse du moment, avec ces saloperies de trucs électroniques, hein, de rencontres électroniques, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Les applications de rencontres. Oui, qui détruisent l'amour. Moi, j'ai 2 jumelles, je les vois, pendant 3 mois, elles se font des messages débiles, etc. Quand elles voient le mec, elles ne restent même pas dîner avec lui. Bon, ça détruit complètement l'amour. Quand on pense qu'à 50% des gosses à 12 ans ont vu un film porno. J'ai vu mon premier film porno à 18 ans. C'est incroyable, comment on laisse tomber tout ça. Donc, il faut absolument croire en l'amour. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai connu Sophie il y a 50 ans. Depuis 50 ans, on a 5 enfants ensemble. Et on ne s'est jamais disputé. Jamais tourné le dos dans un lit, jamais un peu en clotte. On ne se force pas. C'est un amour total. Et tous les matins, quand je me réveille, et encore ce matin, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime, tu es beau. » Je me précipite devant mon miroir pour voir ma sale gueule de nonagénaire. Et je me dis, bon, c'est formidable. C'est l'amour, en fait. Ta femme t'aime parce que l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Ma maîtresse, c'est la pub. Ma maîtresse, c'est toi, qu'est-ce que je viens faire le clown, là, alors que je devrais justement être avec ma femme. Tu as raconté des sornettes qui ne va même pas arriver à les mettre ensemble dans tes 60 minutes. On est déjà à 1h15. Bon. Voilà, finalement, faites de la vie une vie d'amour. Et pour ça, il faut donner. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Il faut aimer. Plus vous aimerez, plus vous serez aimé. Il faut avancer. Plus vous ferez avancer, plus vous avancerez vous-même. Il faut célébrer l'appui, il faut célébrer l'amour. Plus vous le célébrez, plus vous deviendrez célèbre. Et c'est finalement l'envers, l'extrémité, le pôle sud par rapport au pôle nord de la vie que nous menons aujourd'hui, puisque ce n'est qu'un monde de haine qui se crée à tous les niveaux. C'est encore ce qui s'est passé il y a 2 jours avec ce fourdon qui flingue des flics. Bon. Donc, pour lutter contre ça, d'abord choisissez un métier heureux, comme la publicité, mais il y en a plein d'autres. Bon, le luxe, tout ça, il y a plein de choses à faire. La beauté, pas la laideur. Bon,
l'esprit, pas la facilité. Hein. C'est grâce à ça que vous aurez peut-être la possibilité de changer votre génération. Comptez pas sur la nôtre. Elle est partie, elle est déjà décapitée. Faites confiance à la vôtre. Ne vous laissez pas influencer. Merci infiniment, Jacques, d'être venu dans cette émission. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne votre ticket, vous pouvez le signer. Et à vous, chère audience, merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez le commenter, le partager et on se retrouve pour le prochain. À bientôt.